au devant de la scène en essayant d'appliquer vraiment une pratique vertueuse d'abord des fonds publics, une démarche participative et inclusive qui permet d'incorporer les points de vue des populations à la base et aussi une gestion rigoureuse de ce qui est commun à toutes les populations, à savoir le bien public. Donc c'est le premier point qui revient de long à large sur les réflexions des assises et qui a structuré un peu toutes les démarches qui suivent après. Et c'est à la suite, quand vous verrez, il y a 3 documents fondamentaux qui ont été produits au niveau des assises. Le premier, il est apparu au mois de mai 2009, c'est-à-dire presque 11 mois après le début des travaux, c'est la charte de gouvernance démocratique. Cette charte, plus ou moins, elle dégage un peu la vision qu'on aimerait impulser au niveau du pays pour changer l'état des choses. Cette charte a été complétée récemment par un ensemble de rapports sur les réflexions qui ont été menées aussi bien par les experts et par les populations à la base et qui a été compilé au niveau sur ce bouquin qu'on appelle le bilan des perspectives de refondation qui a été publié au niveau des éditions L'Armatan à Paris il y a de cela 2 mois. Donc ce livre contient plus ou moins l'ensemble des conclusions des assises. C'est sorti un peu tard, mais c'est parce qu'il y avait beaucoup de travail d'harmonisation qu'il fallait faire à partir des documents originaux, des rapports originaux pour synthétiser et puis avoir un consensus large parce que les assises ont travaillé du début à la fin avec cet esprit d'inclusivité d'abord, mais aussi de consensus. Et c'est pourquoi il y a des points sur lesquels les gens ne peuvent pas être d'accord ou peuvent avoir des nuances, mais c'est chaque fois qu'on arrive à faire un travail qui est basé sur le consensus, c'est toujours le résultat de compromis qui fait que l'ensemble des personnes se retrouvent en gros, mais qu'il y a des points sur lesquels les gens peuvent ne pas être d'accord ou avoir des réserves. Le deuxième point sur lequel les assises se sont penchées, c'est la question des institutions, des libertés et de la citoyenneté. Ce qui est important aujourd'hui, une fois maintenant que l'ensemble de l'opposition sénégalaise dit clairement et prend l'engagement d'appliquer les conclusions des assises, nous avons pensé qu'il était important que les gens sachent vraiment en détail ce qu'il y a à l'intérieur de ces conclusions des assises pour demain pouvoir faire le suivi des engagements qui ont été pris par les leaders politiques. Parce que, en fin de compte, ce qui sera déterminant, ce n'est pas les assises en tant que structure, mais plutôt c'est le peuple sénégalais qui doit prendre en charge cette fonction d'alerte, de suivi pour pouvoir surveiller de façon près si, oui ou non, les personnes qui ont pris des engagements pour mettre en œuvre ces conclusions, s'ils l'ont fait ou pas, et puis en tirer les conséquences. Donc c'est toute la raison qui est derrière le travail qu'on est en train de faire, aussi bien dans la diaspora qu'au niveau du pays, pour vulgariser un peu les conclusions. Et nous encourageons tout le monde de vraiment faire un petit effort pour s'approprier ces conclusions, savoir ce qui est à l'intérieur de ces conclusions et pouvoir transmettre ces informations et en échanger avec nous autres pour que demain, les citoyens puissent être les protecteurs de cette œuvre collective qui dépasse le mérite des uns et des autres. Parce que ça a été une œuvre collective du début à la fin. Au niveau des institutions, il y a eu, je dois signaler qu'il y a eu quelques amalgames au début, quelques confusions, surtout sur la nature du régime. Parce que quand on a commencé les réflexions, il y avait eu beaucoup de propositions sur la nature du régime. Certains ont proposé des régimes parlementaires, d'autres une rationalisation du régime présidentiel. Et souvent, les gens sont allés très vite en disant que oui, les assises nationales, on propose un régime parlementaire. Alors qu'à l'intérieur de ce livre qui représente la version officielle des conclusions, nulle part on pourra voir le mot de régime parlementaire qui a été proposé par les assises. Ce que les assises ont proposé, c'est en quelque sorte un régime équilibré. Un régime équilibré avec une séparation des pouvoirs. Maintenant, c'est aux gens, les gens sont libres de le nommer régime présidentiel ou régime parlementaire ou régime présidentiel rationalisé, etc. Mais le fond, la philosophie
du régime politique qui a été proposé, c'est un équilibre des pouvoirs, les trois pouvoirs, l'exécutif, le judiciaire et le législatif, et aussi une séparation, une autonomie de ces différentes structures, de ces différentes institutions, de telle sorte qu'il y ait une autonomie au niveau du fonctionnement de ces institutions. Parce que nous avons pensé que ce qui pose problème au niveau des institutions du pays, c'est qu'à partir de la crise de 1962, avec l'emprisonnement de Mamadou Dia, il y a eu une hyper-présidentialisation qui a fait que tous les pouvoirs ont été regroupés au niveau des mains du président de la République. Et c'est ça qu'il faudrait redresser pour essayer de redistribuer un peu les fonctions, pour établir les passerelles entre les différentes institutions pour qu'elles puissent communiquer effectivement de façon pratique, mais en gardant aussi une autonomie des structures les unes par rapport aux autres, avec une indépendance, doter ces structures des mécanismes et des pouvoirs et des moyens d'être autonomes par rapport aux autres institutions. Et là, donc, c'est le premier point sur lequel j'aimerais insister, parce que quand on prend aujourd'hui, à la veille de l'élection présidentielle de 2012, l'engagement d'appliquer les fonctions des assises, ça veut dire qu'implicitement, on prend cet engagement aussi, une fois au pouvoir, de pouvoir mettre en œuvre ce mécanisme de séparation des pouvoirs. Et nous n'avons pas de raison de douter, a priori, de l'engagement pris par Macky Sall comme candidat porteur de l'opposition sénégalaise qui a pris l'engagement sans être forcé, il a pris de façon volontaire et volontariste, qui va appliquer les commissions des assises. Donc c'est l'un des premiers points sur lesquels nous serons aussi un peu regardants pour voir si effectivement, là, après, quand il y a une alternance politique, est-ce qu'on va assister à cette séparation des différents pouvoirs qui est la base d'une réorientation du régime politique sénégalais à partir du régime qui a été hérité de 1962. La question des libertés, là aussi je vais aller très vite parce que je ne sais pas, je ne contrôle pas trop le temps. Ok. La vision aussi de base au nom des assises, c'est de dire que l'État du Sénégal est un État laïque et républicain. Ça aussi, c'est une des conclusions majeures. Et nous sommes allés un peu plus loin en proposant que dans la nouvelle constitution, quand on a une nouvelle constitution, que cet élément sur la nature laïque et républicaine de l'État ne puisse pas faire l'objet de modifications dans le futur, que ce soit quelque chose vraiment de consigner ça de façon irréversible au niveau de la Constitution pour qu'on ne puisse pas revenir là-dessus. L'État aussi doit jouer un rôle à équidistance par rapport aux forces religieuses et par rapport aux religions en général. Bien que l'État, en même temps, a un droit de soutien des différentes forces religieuses dans leur fonction classique de formation, d'éducation des citoyens. Mais que nous proposons que l'État puisse rester à équidistance de ces religions et laisser les leaders religieux jouer leur rôle de formation et tout en étant disposés à les encadrer ou bien à les soutenir dans certaines fonctions classiques telles que la formation des talibés ou bien des élèves qui sont issus de ces centres. La question donc, on est parti aussi du fait que il faudrait mettre l'emphase aussi sur le caractère diversifié de notre nation, parce que notre formation sociale, le Sénégal tel qu'on la connaît aujourd'hui, est une mosaïque qui est représentée par des sensibilités différentes, aussi bien au niveau religieux qu'au niveau culturel, qu'au niveau social, et qu'il faudrait vraiment essayer de conserver cette nature de l'État, parce que nous sommes dans des pays où nos formations sociales sont très fragiles et il ne faudrait pas jouer sur certaines différences pour essayer de diviser les populations encore plus qu'elles ne le sont. Et quand on voit ce qui se passe récemment au niveau du Mali avec la rébellion du Touareg au niveau du Nord Mali, on voit que tous nos pays sont vraiment extrêmement fragiles et on doit avoir vraiment on doit être beaucoup plus motivé à résoudre les problèmes fondamentaux auxquels les populations sont confrontées plutôt qu'à jouer à des divisions superficielles qui ne font que fragiliser notre pays. Et quand on voit l'héritage du régime libéral qui est resté en place pendant 12 ans, on voit les dégâts qui ont été
introduit au niveau du tissu social, en essayant de manipuler à gauche et à droite des différentes sensibilités, que ce soit des sensibilités culturelles, que ce soit des sensibilités ethniques ou religieuses. Il faut bien que cette question soit définitivement résolue en l'ancrant au niveau de la Constitution, en spécifiant de façon claire et nette le caractère diversifié de la nation sénégalaise, la diversité, et puis essayer de travailler pour son renforcement. Au niveau des institutions, j'ai parlé au départ de la séparation des pouvoirs, mais il y a aussi d'autres problèmes, à savoir que en tant que résultante de cette concentration du pouvoir au niveau de l'exécutif, nous avons proposé qu'il y ait une décentralisation des services de contrôle de l'État. Et ça, nous croyons que c'est extrêmement important parce que ce qui se passe jusqu'à présent, c'est que chaque fois que certains corps de contrôle de l'État, tels que l'IGE, la Cour des comptes, font un travail approfondi, soit ils font du bon travail, le rapport, s'il est destiné uniquement au président de la République, et qu'on laisse au président le choix de pouvoir faire opérer des poursuites ou pas, nous pensons que dans le futur, il faudrait diversifier ce truc. Quand on a un rapport qui est produit au niveau de l'IGE ou de la Cour des comptes, qu'une copie soit effectivement remise au niveau de la présidence, mais aussi une copie au niveau de la représentation populaire qui est l'Assemblée nationale pour que l'initiative ne soit plus une exclusivité du président de la République, mais que puisse provenir aussi de l'Assemblée nationale. Et ça nécessite forcément une rupture au niveau de l'Assemblée pour avoir des députés qui ont une autre notion de leur fonction et qui se sentent investis de la légitimité populaire et au niveau de ces notions en train de défendre les intérêts des populations plutôt que les intérêts d'un camp présidentiel ou bien de partis politiques bien définis. J'ai parlé un peu de l'équidistance de l'État par rapport aux affaires, aux différentes confessions religieuses, et puis au niveau des ethnies, des groupes, tout ça, pour déboucher un peu plus sur... je ne veux pas aller trop en détail, mais on pourra revenir sur cette question, et puis je pourrai apporter des approfondissements quand il faut. Okay. Au niveau de la gouvernance politique, ce qu'on a proposé, c'est qu'on a constaté que depuis vraiment de longues années, la question électorale revient de façon récurrente comme un enjeu au niveau des compétitions politiques. C'est pourquoi nous avons proposé au niveau des assises aussi qu'il y ait vraiment une structure qui puisse prendre en charge cette question de façon autonome par rapport au pouvoir politique qui est en place. Et cette structure-là aura les prérogatives pour organiser un peu les élections, compétitions électorales. Si on enlève bien sûr la dimension sécuritaire qui sera toujours assurée par les forces de sécurité du pays, mais tout l'aspect technique de la gestion du processus électoral du début à la fin pourra être pris en charge par cette structure qui va aller au-delà des élections et puis aborder certaines questions telles que la question de la régulation des médias publics, des médias privés, des médias en général, la question des libertés fondamentales, et que ce soit vraiment une entité qui soit beaucoup plus en charge de réguler la vie démocratique au niveau du pays. Et ça inclut effectivement le volet électoral, mais ça inclut la question de la régulation des médias au niveau de la défense des libertés publiques, etc. L'autre point qui doit être aussi assez important, c'est la question du financement des partis politiques, parce qu'il est impensable, il est inadmissible du moins qu'un pays comme le Sénégal, qu'on se retrouve avec presque 200 partis politiques, quand on sait que la majeure partie de ces partis n'ont pas une réalité effective sur le terrain, parce qu'on a vu avec les dernières élections présidentielles, on a vu que la candidature de Youssou Ndour a été écartée prétendument parce qu'il n'avait pas 10 000 sponsors, signatures, alors qu'on sait qu'il a déposé presque 12 000, mais en même temps, certains candidats qui ont été sponsorisés par des partis politiques n'ont pas pu récolter plus de 5 000 voix. Donc il y a un problème de cohésion là. Si un parti politique peut sponsoriser un candidat indépendant et n'arrive pas à avoir 5 000 voix, et quand on va aller de façon indépendante, on vous demande de collecter 10 000 à 12 000 signatures, ça veut dire que vraiment il y a un effort qu'il faut faire à ce niveau pour harmoniser un peu les choses, de faire en sorte qu'il y ait vraiment une rationalisation
des différents partis politiques pour qu'on